Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la guerre préhistorique. Je vais essayer d'être relativement court. Je vais essayer, je promets rien. Donc, dans les débats théoriques sur l'origine de la guerre, les données archéologiques qui sont recueillies sur tous les continents sont mobilisées à l'appui de démonstrations qui insistent soit sur l'apparition très récente de la guerre dans la longue histoire de l'humanité, soit au contraire sur sa consubstantialité au genre humain. C'était notamment la thèse défendue par Leroi-Gourhan, c'est publié en 65, il fallait bien que je cite Leroi-Gourhan puisque le séminaire lui est dédié. Voilà. Donc les thèses sur les causes de la guerre dans les sociétés non étatiques sont nombreuses. Elles sont souvent univoques. On invoque la biologie, l'économie, l'écologie, la culture, la politique, etc. La littérature sur le sujet est pléthorique, elle est impossible à résumer ici. Alors, pour ma part, je n'essayerai pas de répondre aux questions quand et pourquoi la guerre. Mon objectif sera beaucoup moins ambitieux. Ce sera uniquement de rechercher, c'est une vision d'archéologue, rechercher parmi les vestiges matériels étudiés par les archéologues, ceux pouvant être considérés comme de bons indicateurs de l'existence d'états de guerre lors de la préhistoire. Et vous verrez qu'il y en a. Alors avant de passer en revue ces éléments, je me dois de préciser dans quelle perspective je m'inscris et puis définir déjà ce que j'entends par guerre. C'est nécessaire dans la mesure où certains chercheurs niant l'existence de véritables guerres au néolithique qualifient les témoignages de violences collectives en échauffourée, sans grande conséquence. J'ai lu sous certaines plumes le terme de rixe, et que pour d'autres, la guerre véritable n'apparaîtrait qu'au milieu du troisième millénaire avec l'organisation militaire, avec la phalange sumérienne, telle qu'elle apparaît sur la stèle des Vautours notamment. Et pour l'Europe occidentale, pour certains auteurs, ça n'apparaîtrait pas avant l'âge du bronze. Alors ce n'est évidemment pas ce que je défends ici. Moi je retiens les définitions les plus simples de la guerre qui mettent l'accent sur l'utilisation de la violence organisée lors de conflits planifiés opposant deux entités autonomes et sans préjuger des effectifs engagés. À la préhistoire on aura des effectifs probablement de très petite taille, de l'intensité ou de l'extension des combats, ce qui fait entrer dans le cadre de la guerre toutes les luttes armées, c'est une citation de Malinowski, lutte armée entre deux unités politiquement indépendantes. Bon, je referme les guillemets, donc c'est une définition de Malinowski de 1941. De très nombreux travaux ont bien montré que la guerre dans les sociétés sans État, donc les seuls qui intéressent qui travaillent sur la préhistoire, n'avait rien d'une activité marginale. Alors Otterbein, notamment, a montré que sur un échantillon de 50 sociétés étudiées, 15 seulement n'étaient que peu belliqueuses, et que 4 n'avaient aucune organisation guerrière. L'impact des conflits armés sur la démographie des sociétés traditionnelles a été mesuré par Keeley, alors en 1996, dans un ouvrage qui a Primitive War, qui a relancé les études sur le sujet après une éclipse partielle. Lui, il insiste bien sur leur fréquence élevée au sein de groupes numériquement faibles, et puis surtout sur leurs conséquences en pertes humaines, estimées entre 10 à 40%, c'est énorme. Pour les guerres modernes, on avance des chiffres qui sont plus proches de 5% de pertes. On est donc très très loin des rixes évoqués. Alors la plupart des auteurs distinguent le FEUD ou la FED, c'est objet de grands débats, je vous fais seulement un résumé. Les conflits entre groupes peuvent en effet présenter plusieurs degrés d'intensité, dont le plus bas est représenté par la vengeance de sang ou feud, un type de conflit limité, et surtout, ce qui est important, c'est un type de conflit qui est régulé, de type œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du talion. Il y a alors parité dans la vengeance, un équilibre, voilà. C'est la règle. Et dès que l'on s'affranchit des règles, on peut basculer dans la guerre. Donc là, fini l'équilibre, on cherche la victoire. Donc souvent, la frontière entre feu, guerre de vengeance, guerre vindicatoire, véritable guerre, est très 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 floue et on passe assez facilement d'un état à l'autre. Alors les conflits de type FED,
qui sont faits de violence, de contre-violence, caractérisent des groupes proches, le plus souvent apparentés, qui descendent d'un même ancêtre, souvent reliés par mariage, et l'existence de liens entre communautés partageant des intérêts communs tendrait à limiter la violence dans son intensité comme dans sa durée. Bon, la question de la durée pour les guerres préhistoriques, on n'en sait rien. Par contre, l'intensité, c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Donc, on peut poser le principe souvent vérifié que seuls les ennemis proches sont considérés comme humains. Et c'est à cette catégorie de conflits à minima que certains auteurs, mais pas tous, ont longtemps systématiquement renvoyé les conflits préhistoriques. Alors, au feud, conflits régulés d'ampleur et de durée limitée, qui débouchent, alors s'ils ne dégénèrent pas en guerre vindicatoire, c'est ce que vous avez sur le schéma, s'ils ne débouchent pas sur une résolution pacifique et une reprise des échanges matrimoniaux, cérémoniels, économiques, etc., s'oppose l'état de guerre totale, j'appelle ça comme ça, dans le sens où les règles n'existent plus, et que ces guerres impliquent l'ensemble de la population, hommes, femmes, enfants. D'ailleurs, les femmes sont particulièrement ciblées lors de ces guerres totales, leur élimination participant à l'affaiblissement démographique du groupe ennemi, c'est rapporté par Langness, notamment. Les buts poursuivis sont la défaite totale de l'ennemi, l'expulsion de son territoire. Ces guerres ont tendance à entraîner des attaques surprises, des épisodes de destruction prolongés, le rejet des efforts de médiation, la mutilation des ennemis, etc. Ce type de conflit, où les batailles rangées sont rares, il y a aussi des batailles ritualisées, mais pas dans ce type de guerre, apparaît comme une guerre d'usure aux effets dévastateurs. Alors Pierre Lemonnier l'a souligné en Nouvelle-Guinée. Certains groupes à forte densité de population, les Mayenga, les Meigné notamment, là je le cite Monnier, voyaient dans l'expansion territoriale le motif principal des guerres qu'ils menaient et dans l'extermination des populations un bon moyen d'empêcher leurs ennemis de reconquérir leur territoire. La mortalité est en général élevée, donc type de conflit rapporté par Monnier, 28% de pertes, et un groupe ayant subi des pertes régulières, et je l'ai dit, les pertes de l'ordre d'un tiers des parties impliquées sont fréquemment notées, peut être amené à abandonner son territoire, au moins une partie de son territoire, créant ainsi un no man's land ou au contraire un espace qui est immédiatement réinvesti par le groupe agresseur. Ensuite, aux différents degrés d'éloignement social, semble correspondre une gradation de la violence. C'est quelque chose qui a été formalisé par Meggitt en 1977. Donc, vous connaissez, les ethnologues connaissent tous Meggitt, mes étudiants sans doute moins. Mervyn Meggitt, un ethnologue célèbre. C'est à lui qu'on doit le tableau qui est au-dessus, que j'ai un peu complété avec des données régionales. Et dans son étude des Mayenga, dont le titre est très évocateur, mais qui m'échappe, Blad, quelque chose avec Blad, voilà, je sais plus, bon, quelque chose comme ça, un truc terrible. Donc les Mayengas dans les Highlands de Nouvelle-Guinée. Alors on retrouve l'absence des mutilations sur les adversaires issus de groupes apparentés, le respect de la vie des non-combattants, dans le cadre d'un conflit de type feud, et puis au contraire, une violence accrue dans le cadre des conflits non régulés, opposant des groupes socialement éloignés, se considérant comme de parfaits étrangers, incluant mutilation, prise de trophées, torture, exocannibalisme et également cibles non combattantes. Les femmes, les enfants, tout y passe. Et ça, ce sont des éléments qui sont susceptibles d'être archéologiquement reconnus. Alors Descola, lui aussi, a proposé une analyse très fine de cette notion-là de distance sociale qui me paraît très, très importante, en soulignant que pour les Achuars, donc qui sont les populations amazoniennes sur lesquelles il a travaillé au début de sa carrière, chasse aux têtes et vendetta obéissaient à deux logiques très différentes, puisque le mot désignant la vengeance de sang, donc le feu, disons, c'est Messet, vengeance de sang qui est le plus souvent provoquée par des griefs à propos des femmes, ça revient beaucoup dans la littérature sur la guerre, traduit les notions de dommages, de dégâts,
qui suggèrent que le conflit résulte d'une dégradation des rapports sociaux entre des gens qui se reconnaissent par ailleurs comme parents, qui parlent le même dialecte, se connaissent personnellement et puis qui, en temps ordinaire, se visitent à l'occasion. Ce disque-là, dans les lances du crépuscule, vous trouverez ça. Et ces conflits, qui peuvent être très meurtriers, débouchent sur des solutions négociées par des intermédiaires. Dans ce type de guerre, les victimes sont jamais décapitées, sont jamais mutilées, parce qu'elles sont, d'après Descola, impropres à figurer dans les rituels de la tsansa, donc la tsansa c'est la tête réduite, comme des emblèmes d'altérité, ce sont les mots de Descola, en raison de leur parenté même lointaine avec les meurtriers. Voilà. Par contre, le terme qui désigne les affrontements avec le groupe voisin des Chouars fait référence à la notion de tuerie, donc c'est Maniac Mou, et là, aucune solution pacifique n'est envisagée pour mettre fin au conflit et tous les coups sont permis. Voilà, donc ce qui est important pour nous, c'est ce que j'ai entouré en rouge: mutilation, prise de trophée, torture, exocannibalisme. Ça apparaît dans les guerres non régulées. Si on trouve ça, on peut exclure normalement le feud. Voilà, on est dans des guerres sérieuses, des guerres totales. Alors la guerre n'apparaît pas, j'ai rien fait, c'est pas moi. La guerre n'apparaît pas avec le néolithique, ça c'est un fait acté. On a eu une belle conférence sur le site de Djebel Sahaba, donc je vais pas trop insister sur cette période. Les traces de violence collective les plus anciennes, en Djebel Sahaba, on a vu, il y a aussi le site de Nataruk au Kenya, qui date de la fin du Paléolithique et qui ont été enregistrés au sein de sociétés de chasseurs-cueilleurs, sédentarisés, probablement stockeurs, donc avec de la richesse, etc. L'apparition ou l'augmentation, donc disons l'augmentation de la meilleure visibilité archéologique de la violence collective n'est pas corrélée au passage d'une économie de prédation à une économie de production, mais plutôt à la sédentarisation des groupes humains. Alors les traces de violence restent très discrètes au Paléolithique, sans qu'on sache très bien encore si cette faible visibilité doit être imputée à la très faible représentativité du corpus disponible. On a effectivement très peu de squelettes pour le Paléolithique, ou bien à une réelle absence de violence intergroupe. Donc là-dessus, vous avez deux écoles, vous avez les pacifistes, les colombes, et puis vous avez les faucons qui disent la guerre existe depuis toujours, elle a forcément existé au Paléolithique. D'ailleurs, on a des traces de cannibalisme, ce qui est vrai. On n'arrive pas à choisir entre un cannibalisme, endo ou exo-cannibalisme. Est-ce que c'est funéraire? Est-ce que c'est de la guerre? On n'a pas assez de données pour se prononcer, mais de façon théorique, il n'y a aucune raison que la guerre n'ait pas existé. On est plus dans l'idéologie que dans la science. Bon, donc il n'y a pas de consensus autour de la rareté, sinon de l'absence de la guerre au sein des sociétés de chasseurs-cueilleurs, disons nomades, pratiquant une économie à large spectre, qu'on considère souvent, ça j'ai trouvé dans des livres d'ethnologues, des articles d'ethnologues, comme étant plus aptes à appliquer des stratégies d'évitement que les groupes sédentaires, c'est une évidence. Hein. Mais enfin, en contre-exemple, on citera les aborigènes australiens, qui sont chasseurs-cueilleurs, nomades, et puis qui sont loin d'ignorer la guerre. Alors, si les spectaculaires indices de violence qui apparaissent à l'épi paléolithique, au Djebel Sahaba et à Nataruk tendent à asseoir l'image d'un chasseur-cueilleur guerrier à la fin de la période, la question reste débattue en Europe. La discussion autour des dépôts de têtes coupées du Mésolithique du sud-ouest de l'Allemagne, vous avez l'exemple du site d'Ofnet, dans le Jura Souabe, et puis récemment un site suédois à Canal Jordan, où on a trouvé des crânes qui ont été fichés sur des pieux. Donc la discussion autour de ces dépôts rend bien compte des interprétations antinomiques possibles, des vestiges des périodes les plus anciennes, puisqu'ont été évoqués à propos des dépôts d'Ofnet, tour à tour, aussi bien des rites funéraires, on a un petit peu de mal à y croire, parce qu'il s'agit bien de têtes coupées, hein, on a les vertèbres cervicales, et puis la plupart de ces crânes portent des traces de coups, peut-être donnés d'ailleurs avec des herminettes, alors soit en bois de serre, soit en pierre, peut-être un affrontement dernier mésolithique, premier néolithique. Donc un peu de mal à y croire. En tout cas, ça a été publié comme ça par les anthropologues, pour les archéo-anthropologues allemands. Et pour d'autres, ce sont des dépôts de trophées guerriers qui témoigneraient de la pratique à la fin du mésolithique de la chasse aux têtes. Donc, on n'a pas assez de données, tout ça est un petit peu flottant. Donc, je vais uniquement
dans la suite de mon exposé, m'intéresser au néolithique, une période pour laquelle les données sont suffisamment abondantes pour autoriser quelques hypothèses, et puis examiner plus ou moins rapidement les éléments qui, d'après la plupart des auteurs, permettent d'envisager la présence d'états de guerre dans telle ou telle société. Donc les armes, rapidement, les fortifications, rapidement aussi, et puis surtout les stigmates résultant d'actes de violence enregistrés sur les restes humains. Là, on a vraiment de la documentation. Alors les armes, très vite. En Europe orientale et en Europe occidentale, on connaît, pour le néolithique, des tombes d'individus armés dès la fin du 6e millénaire. Donc pour les ethnologues, c'est le rubané, néolithique ancien chez nous. Les haches et les herminettes en pierre sont potentiellement des armes, autant que des outils. Et puis les arcs, parce qu'on trouve aussi des armatures de flèches dans ces tombes, sont adaptés à la guerre comme à la chasse. Donc là, peut-être, il y a une certaine ambiguïté. Mais il existe une catégorie d'objets perforés, en manchement transversal, qu'on peut plus spécifiquement, oui c'est ça, assimiler à une arme spécialisée. Alors on trouve au début de la période, au néolithique ancien, ce qu'on appelle des masses perforées, donc des objets de forme circulaire, sorte de casse-tête, et puis plus tard apparaissent ce qu'on a appelé des haches de combat, qui existent soit en pierre, soit en cuivre, donc en cuivre en Europe orientale. Et à partir de la seconde moitié du 4e millénaire, et au cours du 3e millénaire, la hache perforée recule au profit du poignard en cuivre. C'est le nouveau symbole de statut des hommes, introduit à partir des steppes pontiques probablement. Alors il est certain que tout cet attirail a servi à l'affichage social des élites, mais il serait étonnant qu'il ne renvoie pas à une réalité sociale. Il est effectivement difficile de concevoir une valorisation du guerrier ou du chef de guerre dans une société qui ignore la guerre. Mais on a quand même osé l'écrire quelquefois. Bon. Et puis il ne faut pas oublier que l'équipement guerrier pouvait être beaucoup plus diversifié, avec des armes en bois de type club. J'ai fait une recherche vraiment très rapide sur Internet. Les clubs, ces trucs-là, ça existe sur tous les continents. On peut même imaginer des armures de cuir ou de bois, comme il y en a de magnifiques sur la côte nord-ouest, ou comme on en a vu de très belles lors de la communication précédente. Bon, tout ça, évidemment, ce sont des choses qui sont irrémédiablement perdues pour les préhistoriens. Donc voilà pour les arbres. Alors les fortifications, dans toutes les aires culturelles, l'apparition de fortifications et l'agrégation de la population en grands ensembles sont compris comme des marqueurs forts de périodes de conflit, selon le principe l'union fait la force, safety number, ce que vous voulez. Et l'existence de sites fortifiés, notamment d'habitats fortifiés, témoignerait d'assauts dirigés contre des communautés entières dans le cadre de conflits intergroupes, plutôt que de conflits opposant des groupes apparentés qui sont engagés dans des conflits de type feud qui ciblent davantage des individus isolés. Et puis ce sont des conflits qui peuvent en outre être régulés par des pratiques modératrices comme la déclaration préalable de l'assaut. Donc pas de raison de se fortifier terriblement comme c'est le cas sur certains sites néolithiques. Alors la mise en évidence d'enceintes vraiment défensives, on peut le prouver, au néolithique, constituerait un indice fort de la présence de la guerre. Encore faut-il pouvoir définir ce qui fait une fortification. Alors pour ça, je prendrai l'exemple de l'enceinte d'Aronheim, qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. C'est un véritable dispositif de barrage qui est constitué par un fossé continu à profil en V. On a l'impression que ça a été taillé par des Romains. C'est large d'1,70 m en moyenne, mais originellement, ça devait faire au moins 3 mètres. Bon, il y a le problème d'érosion. Pour une profondeur équivalente, probablement 3 mètres. Le fossé était probablement flanqué vers l'intérieur par une levée de terre, une structure qui n'avait probablement rien à envier au pas des Maoris, ce que je vous ai mis à droite pour comparer. Et puis c'est un fossé qui est interrompu, vous voyez, à 2 reprises par des
par des dispositifs, des structures, des sortes de dispositifs avancés qui protègent les entrées et qu'on pourrait, en s'appuyant sur des exemples ethnographiques ou même ethno-historiques, assimiler à des bastions qui s'avancent en avant du fossé et en avant de la palissade qui a disparu aujourd'hui. Et cette structure défensive à Ronheim protégeait un habitat, on le sait, qui comprenait des centaines de structures de stockage. Le site n'a été que partiellement fouillé, il s'étendait originellement au moins sur 4 hectares, donc c'était une population nombreuse qui était retranchée derrière des murailles lors d'une période, on le verra, que d'autres indices permettent de définir comme une période pour le moins troublée. Les ouvrages avancés, donc les de type bastion, alors j'aime bien qu'il y aille. Voilà. Ce sont des dispositifs qui sont défensifs. Il n'y a pas de question là-dessus, c'est évident, parce que ce sont des dispositifs qui permettent d'observer et de protéger de longues sections de palissades. Alors on les trouve par exemple sur le Missouri, en contexte mandant, Arikara, Pawnees aussi. Sont des Indiens agriculteurs sédentaires, mais dans les plaines quand même, où les villages sont protégés par des palissades, parfois doublées de profonds fossés. Et là, le mode opératoire des attaquants, le plus répandu, étant d'incendier la base de la palissade. On comprend l'avantage du dispositif. Vous voyez qu'il n'y a aucun angle mort sur ces fortifications. Donc il y a là rien d'ostentatoire. Les bastions sont des dispositifs purement défensifs, et leur présence dès le 5e millénaire en Alsace, mais ailleurs aussi, je vous en montrer quelques-uns, permet à mon sens à coup sûr d'identifier de véritables fortifications. Alors ce type de dispositif est particulièrement bien documenté dans le sud-ouest de la France, au 5e, au 4e millénaire, où il participe parfois à des systèmes de défense extrêmement élaborés, comme au coteau de Cursac, sur ce site en Charente. Là, les fossés concentriques qui caractérisent d'ailleurs un bon nombre de villages fortifiés de cette région sont également compris, ou qui se répètent comme ça de façon presque... Il y en a énormément qui s'emboîtent. Ils sont compris comme des sortes de killing zones, en fait, des secteurs, enfin des obstacles dont le but est de ralentir la progression de l'ennemi en milieu découvert. Et puis, on en profite pour les zigouiller. Donc voilà, encore un exemple avec la reconstitution d'un site qui est désormais célèbre, qui a été publié assez récemment. C'est le site de Château-Percin, en Haute-Garonne. C'est un habitat du 4e millénaire, et qui était protégé par une muraille faite de bois et de terre, qui était elle aussi rythmée par des ouvrages avancés de type bastion. Alors on ne connaît pas d'ouvrage de ce type bastion avant le 5e millénaire en Europe, mais il est néanmoins possible d'identifier de véritables fortifications dès la fin du 6e millénaire, donc dans la culture du rubanais, en s'appuyant sur d'autres critères à minima, qui sont l'aspect continu des fossés, leur dimension imposante. Par exemple, sur le site de Hollenstedt, donc celui que vous avez juste derrière moi, à votre... pas celui-là, quoi. On a mis au jour un fossé qui fait 5 mètres de largeur pour 2,50 m de profondeur. Et c'est un fossé continu. Le fossé est doublé par une palissade, et vous voyez qu'il en sert un habitat. Là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut parler, dans tous les cas que j'ai mis à l'écran, donc Feigen, Hollenstedt, etc., de véritables habitats fortifiés. Alors, voilà pour les fortifications. Donc, on a des armes, on a de véritables fortifications. Et j'en viens maintenant au dépôt humain. Oui, bah voilà. Voilà le fossé d'Hollenstedt, qui ressemble vraiment à un fossé de camp militaire romain, comme on en trouve un peu autour de Strasbourg. Comme j'ai eu le plaisir d'en fouiller quelques-uns aussi, à mon corps défendant à l'époque. Voilà. Et puis bon, la palissade, l'habitat, qui à un moment de son existence est un habitat fortifié. Voilà.
Là, il n'y a aucun problème, ce ne sont pas des enceintes cérémonielles, ce sont bien des habitats fortifiés. D'ailleurs, ils sont tous datés de la fin du Rubenais, qui, comme tous les néolithiciens savent, est une période un petit peu compliquée. Alors j'en viens maintenant au dépôt humain, qui constitue la documentation la plus solide, permettant de conclure à l'existence de guerres réelles, de guerres totales, je ne vais pas le préciser à chaque fois, au néolithique. Alors, il ne sera pas question ici des individus victimes de violences inhumés au sein des nécropoles, qui sont attestés par l'archéologie sur tous les continents, mais que l'analyse au cas par cas ne permet pas de relier à des faits de guerre. L'étude globale des nécropoles permet parfois d'identifier, en Amérique du Nord par exemple, il y a de très beaux exemples, à l'échelle d'un ensemble funéraire, plusieurs périodes de conflits. Donc on se basera pour ça sur la fréquence des blessures par arme ou par la présence de prises de trophées. C'est un petit peu ce qu'on nous expliquait pour le Djebel Saba. On nous expliquait que c'était probablement une nécropole avec des individus qui n'avaient pas été tous déposés en même temps. Donc, je pense que ça peut se discuter. Bon, en tout cas, c'est pas le cas en Europe. On n'a pas de nécropole vraiment avec traces de guerre très évidentes, traces de conflits très évidents. Donc, on ne s'intéressera qu'aux dépôts qui témoignent sans ambiguïté ou presque sans ambiguïté de manifestations de violence collective et de pratiques guerrières caractérisées. Pour aborder la question du devenir du corps des victimes d'épisodes guerriers, j'ai réalisé une typologie des dépôts. Alors, je l'ai pas fait exprès pour aujourd'hui, je l'ai fait pour mon HDR, donc c'était prêt déjà. Des dépôts au sein de laquelle je propose de distinguer trois grands ensembles. Donc, vous avez à l'écran une AFC, une analyse factorielle de correspondance, donc, que j'ai réalisé en intégrant à titre de comparaison quelques données nord-américaines. C'est une région qui livre des dépôts qui sont en tout point comparables aux dépôts du néolithique européen. C'est assez bluffant. Donc, en A, vous avez les dépôts qui résultent du massacre de communautés, qui sont caractérisés par la présence d'individus des deux sexes et de tous les âges, éventuellement victimes de prise de trophées et de mutilation. En B, les dépôts qui ne rassemblent que des individus masculins, qui sont assez âgés pour la guerre, et qui présentent éventuellement des traces de surviolence. Ce sont des individus qui n'ont pas bénéficié de gestes funéraires. Donc, qui se trouvent voilà, dans cette partie, ce pointillé correspond à la limite geste funéraire, absence de geste funéraire. Et en C, quelques dépôts, j'en ai un en Charente et un en Amérique, qui sont des dépôts rarissimes, qui ne rassemblent que des individus masculins, victimes de violences et ayant bénéficié de funérailles. Je reviendrai sur toutes ces catégories. Donc le premier groupe, A, le massacre de communauté, rassemble donc les dépôts qu'on peut définir comme étant comme des massacres, et la préhistoire européenne récente en offre un peu plus d'une douzaine, donc ça c'est bien documenté, et tous se caractérisent par un ratio adulte-enfant équilibré, et puis par la présence d'individus des deux sexes, et vous l'avez déjà dit. Donc il s'agit d'agressions qui sont dirigées contre tous les membres d'une communauté, combattants et non combattants. Et on peut distinguer deux groupes au sein de cet ensemble. D'une part, à droite, vous avez les individus dont les corps ont été recouvrés par les membres de leur propre groupe et qui ont bénéficié de funérailles. Je vous montrerai des exemples. Et d'autre part, les individus qui ont été abandonnés sur les sites de tuerie, parfois simplement rejetés dans des fosses communes ou dans des fossés sans que l'on puisse distinguer de gestes funéraires. Alors voilà deux exemples célèbres, j'ai mis les plus célèbres, qui illustrent le premier cas de figure, celui des victimes de violences collectives ayant bénéficié de funérailles. Vous avez le site de Kozice à droite, dans le sud de la Pologne, qui est daté entre 3003 et 2007, la culture des amphores globulaires pour les spécialistes. Donc là, on a une sépulture multiple, c'est-à-dire que tous les individus ont été déposés en même temps, ça je le répète pour mes étudiants, pluriel et multiple, qui contient les restes de 15 individus et qui ont tous été mis à mort par coups portés sur le crâne,
Et parmi eux figurent 8 individus masculins, 7 individus féminins, on a un très bon ratio, 6 sont des immatures entre 1 et 16 ans, et tous ont été soigneusement inhumés, accompagnés de mobilier funéraire. L'étude paléogénétique a montré que tous ces individus appartenaient à une même famille élargie et qu'ils avaient été disposés dans la tombe, c'est ce que symbolisent les couleurs, par des officiants qui connaissaient parfaitement leur degré de parenté. On trouve les mères avec les enfants embrassés ou inhumés côte à côte, les frères inhumés côte à côte. Donc le geste funéraire est évident et il est également certain que ces individus ont été inhumés par leurs proches. Alors, autre exemple, à côté, avec 4 sépultures multiples, accueillant 2 à 4 individus chacune, mises au jour côte à côte sur le site d'Olo, en Saxe-Anhalt, à gauche. Donc, ce sont des sépultures qui sont datées du Cordé, grande culture du néolithique final. 5 des 13 individus inhumés sont des adultes, 2 hommes, 3 femmes, et 8 sont des immatures dont les âges au décès s'échelonnent entre 1 et 9 ans, la majorité n'ayant pas dépassé 5 ans. Tous ont été inhumés selon les pratiques funéraires du Cordé, et en respectant, là encore, les liens familiaux, comme le montre l'inhumation de 4 membres d'une même famille nucléaire. C'est cette tombe qui est très célèbre, tous inhumés dans la même tombe, le père, la mère et les enfants. Alors bien que les squelettes ne montrent pas tous des traces de violence, celles-ci ont été identifiées au sein de chaque assemblage, ce qui amène les auteurs de l'étude à considérer que les 4 dépôts multiples sont contemporains et résultent d'un même et unique épisode d'agression. Et enfin, l'analyse de la population inhumée, composée à 85% de femmes et d'individus immatures, on dit que dans les guerres totales, on tue aussi les femmes et les enfants, laisse présumer que le raid a été dirigé contre une communauté affaiblie par l'absence de la plupart des hommes adultes, et que ce sont peut-être, alors ça on est dans le scénario, dans la reconstitution, peut-être c'est un peu romancé, ce sont ces hommes qui de retour sur les lieux du massacre auraient inhumé les leurs en fonction de leur lien de parenté. Là, dans 4 sépultures différentes, c'est une variante en quelque sorte des gestes reconnus sur le site de Košice. Alors voilà pour les gestes funéraires, il y en a d'autres, hein. Alors les charniers qui rassemblent des individus abandonnés sans cérémonie sont les plus nombreux dans la documentation. Les mieux documentés sont ceux attribués à la fin du Rubané, donc vers 5000, une période qui est visiblement extrêmement violente, pas dans toute l'Europe, mais dans une bonne partie de l'ère de répartition du Rubané. Alors les dépôts de Thalheim, dans le Bade-Württemberg, d'Aschparn en Autriche, de Schöneck-Killenstetten en Hesse, notamment témoignent de raids dévastateurs dirigés contre des communautés entières. Donc à Thalheim, ce sont 34 individus, dont 18 adultes, 16 enfants, donc on a toujours des proportions équivalentes, donc qui ont été exécutés, enterrés pêle-mêle dans une fosse commune. Donc la violence là la violence guerrière ne fait aucun doute, puisque 59% des crânes portent des traces d'impact. La même hypothèse peut être retenue pour le dépôt d'Aschparn. Là, sur une surface réduite, on a mis au jour 67 squelettes qui montraient tous des traces de violence. Et adultes et enfants sont également attestés. Mais les femmes les plus jeunes sont sous-représentées. Ça, c'est assez classique. C'est le repos du guerrier, hein. Et en extrapolant sur les zones non fouillées, le nombre de victimes pourrait être rapporté à plusieurs centaines à Aschparn. Peut-être un village entier qui a été massacré. Enfin, le site de Schöneck, ici, a livré les restes de 26 individus déposés dans un segment de fossé. Et comme à Aschparn, les femmes les plus jeunes sont sous-représentées. Les victimes comptent autant d'adultes que d'immatures, y compris des enfants de moins de 6 ans, donc de tout petits. Les traces de coups par éminette sont fréquents, notamment au niveau du crâne, mais également, ce qui fait l'originalité, si je puis dire, de ce dépôt, au niveau des membres, et particulièrement des membres inférieurs. Il y a 63% des tibias qui montrent des fractures sur os frais, contre 19% pour les membres supérieurs. Donc c'est significatif, on s'est acharné sur les tibias. Alors il est très difficile de déterminer si les coups infligés l'ont été avant la mise à mort des individus, ce qui pourrait là s'apparenter dans cette éventualité-là, d'après les auteurs, à un acte de torture. C'est l'hypothèse qui est mise en avant dans la publication, ou alors à un procédé d'immobilisation. Voilà. En tout cas, on est sûr que c'est pas une technique d'entraînement pour les arts martiaux, hein. C'est bon.
On n'est plus là-dedans. Ou alors, bien, s'il s'agit de gestes post-mortem qui relèveraient davantage d'une logique magique, qui viserait à neutraliser l'esprit de l'adversaire, etc., etc. Donc on a d'autres exemples de ce type de charnier en Europe. Il n'y a pas que le Rubané, on connaît des dépôts en Croatie avec 41 individus datés vers 4100, en Roumanie 97 individus vers 4005. Il y en a d'autres en Europe. Hein. Et en Amérique du Nord, à titre de comparaison, on peut citer le site de Crow Creek ici, qui est daté, c'est du médiéval, c'est daté de 1350 de notre ère, c'est la culture coalescent, ce sont les ancêtres des Arikara. Là, on a mis à jour, au jour, dans un fossé, 86 victimes, hommes, femmes, enfants, ça ressemble vraiment à ce qu'on trouve pour le Rubané, mais là aussi, les femmes les plus jeunes sont absentes, elles ont été rasiées, hein. Encore une fois. Alors, en plus, ça s'ajoute d'autres gestes dont je reparlerai aussi pour le néolithique, puisque les corps ont été en partie démembrés, scalpés, etc. On a aussi de la prise de trophées. Alors, il existe aussi quelques dépôts. Je poursuis ma typologie. Quelques dépôts qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils nous apprennent sur la conduite de la guerre au néolithique. Ce sont des dépôts qui sont caractérisés par un recrutement exclusivement masculin et par l'absence des individus immatures. Donc la plupart se distinguent également par des témoignages de surviolence. Alors peu de dépôts entrant dans cette typologie sont connus en Europe, mais ils sont très parlants et ils sont très très proches, encore une fois, de certains dépôts d'Amérique du Nord. Alors vous avez le site d'Alberstadt en Saxe-Anhalt, en haut à droite. C'est une fosse qui est datée de la fin du Rubané, encore une fois, hein, et qui a livré les restes de 9 individus, probablement tous masculins, disons au moins 8 à coup sûr, et un individu qui pourrait être une femme. Alors ça t'interroge sur le rôle des femmes à la guerre, donc pourquoi pas. C'est tout à fait possible. On sait qu'elles participent, hein, elles participent à la logistique, elles ramassent les flèches sur les champs de bataille, elles sont souvent là. Mais bon, on n'est pas certain que ce soit une femme. Donc on pourrait très bien avoir que des hommes. En tout cas, ils ont tous été déposés en même temps. C'est encore un dépôt multiple, mais c'est pas une tombe. Il n'y a pas de geste funéraire. Et tous présentent des traces de coups systématiquement portés à l'arrière du crâne, qui suggèrent une mise à mort de type exécution. Et son recrutement spécifique distingue très clairement cet assemblage des dépôts contemporains qui témoignent, on l'a vu, d'attaques dirigées contre des communautés villageoises qui sont tous caractérisées par la présence de jeunes immatures. Alors, l'argument le plus convaincant en faveur de l'hypothèse d'un parti d'une dizaine de guerriers ennemis, capturés puis exécutés, c'est l'hypothèse qui est posée dans la publication. Excusez-moi. Réside dans la signature isotopique de ces individus. Je rappelle à mes étudiants, et peut-être aux ethnologues, que les isotopes, notamment ceux du strontium, nous renseignent sur la mobilité des individus au cours de leur vie. Alors, je ne vais pas faire un cours sur le strontium, rassurez-vous. En tout cas, on a pu établir l'origine extra-locale de ces individus. Donc, ce sont des Rubanais qui sont venus se faire exécuter loin de chez eux. Voilà. Et ce trait-là caractérise également, encore à titre de comparaison, une série de dépôts californiens, ceux que je vous ai mis en bas, qui s'étagent de l'an 1000, entre l'an 1000 et le XVIIIe siècle, et qui sont là aussi tous composés de jeunes adultes mâles ayant violemment trouvé la mort loin de leur région d'origine. Alors ça marche très bien en Californie, parce qu'en Californie, vous avez la plaine, la montagne et le littoral, donc l'isotope, ça fonctionne très très bien. Mais ça marche aussi pas trop mal pour le Rubané. Alors par son recrutement spécifiquement masculin et adulte, alors on a bien un grand adolescent mais qui est assez âgé pour la guerre, l'assemblage d'Aronheim, donc à l'ouest de Strasbourg, qui est daté du dernier tiers du 5e millénaire, entre parfaitement dans la typologie des dépôts que nous définissons comme consécutifs à l'exécution de guerriers captifs. Alors comme à Alberstadt, on retrouve une dizaine d'individus, sans doute un parti guerrier, là aussi engagé dans un raid malheureux. Je reviendrai plus longuement sur cet ensemble qui enregistrait des pratiques guerrières caractérisées, permettant d'écarter l'hypothèse du feud entre communautés voisines. Mais pour l'instant, il suffira de retenir que comme à Alberstadt et comme en Californie, les analyses isotopiques en cours montrent qu'il ne s'agit pas de locaux.
Voilà. On a là encore des extras locaux qui sont venus mourir loin de chez eux. Enfin, dernière catégorie identifiée, enfin que je pense pouvoir identifier, c'est la plus rare. C'est celle qui ne rassemble que des individus masculins qui sont morts violemment et qui ont bénéficié de gestes funéraires. Alors c'est le cas, me semble-t-il, sur le site de Vieil-Auzé en Charente, une région qui est d'ailleurs riche en fortifications avec des bastions, on l'a vu, qui a livré donc 3 tombes, le site de Vieil-Auzé, 3 tombes doubles, au sein desquelles on s'est livré à de véritables mises en scène des corps qui sont disposés de façon géométrique. Vous voyez, en cartes à jouer, on a joué sur les isométries, etc. Alors il est très probable, comme le soulignent les auteurs, parmi lesquels Henri Dudet, que les 3 dépôts soient strictement contemporains. Alors la répétition des coups létaux, leur localisation similaire pour chaque individu, évoque aux auteurs de l'étude des pratiques de mise à mort, alors je cite, codifiées et donc ritualisées. Et l'hypothèse de victime sacrificielle est posée, et la notion même de tombe est questionnée dans l'article. Alors moi, si je suis très volontiers Henri Dudet, lorsqu'il remarque qu'il est difficile d'admettre que ces défunts ont été tués lors d'un combat ordinaire, il me semble que l'hypothèse du sacrifice est des plus fragiles, parce que les enterrements des victimes sacrificielles, ça reste, en dehors de la Mésoamérique et des Andes, extrêmement rare. Bon, il faudrait aller chercher du côté des dépôts de Teotihuacan pour trouver des choses qui ressemblent à ça, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, que les individus inhumés à Auzé aient été exécutés ne fait guère de doute, mais l'intention funéraire me paraît assez évidente par la position normée des corps, par le dépôt quasi systématique de vases au niveau des crânes, et puis par l'érection de tertres au-dessus des fosses. Moi, je propose d'interpréter ces 3 tombes doubles comme des sépultures données aux membres d'un même parti guerrier par les membres de leur propre communauté, une hypothèse qui implique que les corps des victimes ont été recouvrés par les membres de leur groupe sur le lieu de leur mise à mort, que l'on doit donc imaginer peu éloigné du site d'Auzé. Et l'extrême rareté de ce type de dépôt au néolithique, moi je l'explique parce que le recouvrement des corps n'était sans doute pas fréquent. Un parti guerrier pour qui ça finit mal, finit plutôt dans une fosse commune, le genre Aronheim, que dans de véritables tombes. Sur ce point précis, des sortes de morts d'accompagnement, t'en avais? Ah non, pas du tout. Non. Alors Testard en parle. Il y a quelques pages de Testard sur Vieil-Auzé, et quand je me dis, il va le dire, parce qu'il est parti pour dire la même chose que moi, parce que je viens de vous dire, et il le dit pas. Ouais. Non, moi je vois pas d'accompagnant là-dedans. Ils ont tous des traces de mort violentes, quoi. Donc moi voilà. Ce que je pense aussi, c'est comme c'est très très rare. Mais je pense que ça nous dit aussi des choses sur les techniques de guerre au néolithique qui sont faites d'incursions comme ça. C'est hit and run, comme disent les Anglais. On y va, on tape, on zigouille le maximum, et puis vite on se sauve. Mais si on se fait attraper, là c'est fini. Il y a peu de chances que les corps soient recouvrés par les membres du groupe. Voilà. Pour ça que ce type de dépôt, il est quasiment unique. J'en ai trouvé. Bon, j'interprète celui-là ici, et j'en ai trouvé un à Coggles Island aux États-Unis, un truc indien qui ressemble vraiment à ça. C'est le seul parallèle que j'ai trouvé. Alors ça reste encore un petit peu fragile. Donc voilà pour la typologie des dépôts. Alors je vais maintenant m'intéresser un petit peu plus précisément aux gestes qui sont enregistrés dans ces ensembles. Simplement aux gestes qui vont au-delà de la simple mise à mort, si je peux dire simple, et puis parmi lesquels on peut reconnaître des pratiques qui sont proscrites lors des conflits régulés, ce que j'ai dit en introduction, mais disons autorisées dans les affrontements non régulés, donc les guerres de vengeance, les guerres de conquête, etc. Alors la prise de trophée entre dans cette catégorie. Elle a été clairement mise en évidence pour la première fois pour le néolithique sur le site de Bergheim, dans le Haut-Rhin, dans une structure de stockage datée de la fin du 5e millénaire, qui est d'ailleurs contemporaine du dépôt d'Aronheim, et qui a livré 2 dépôts distincts. Donc sur le fond reposaient 7 membres supérieurs gauche sectionnés, donc des bras gauches,
et uniquement des gauches. Hein, il y a un choix. Alors depuis la dernière fois, j'ai lu l'article que tu m'avais conseillé sur la prééminence de la main droite. Je trouvais ça absolument fascinant. Voilà, parce que la gauche, c'est le côté impur aussi. Donc si on ne veut pas représenter l'ennemi par son côté impur en prenant le bras gauche, qui sera ensuite exposé lors des fêtes de victoire. Bon, je brode un peu, mais c'est assez fascinant. Donc on avait 7 membres supérieurs gauche, et puis au-dessus, un deuxième dépôt qui, à mon sens, doit être complètement déconnecté du premier, puisqu'on a les corps de 7 individus, des hommes, des femmes et des enfants, et parmi eux un homme qui a été victime de nombreux coups, c'est celui que vous avez ici, schématisé, nombreux coups portés sur le crâne, et qui a également été victime d'une prise de trophée sur son bras gauche. Les deux dépôts ne sont pas liés. Le bras gauche de cet individu, on n'a pas retrouvé sur le fond de la fosse. Et puis, ce sont deux dépôts quasiment antinomiques pour ce qu'ils disent des gestes, en tout cas des processus sociaux. Là, j'y reviendrai peut-être un petit peu si vous avez des questions là-dessus. En tout cas, on a bien de la prise de trophées avec dans le deuxième dépôt un dépôt qui entre plutôt dans la typologie des massacres de population, y compris pour la prise de trophées, qui se fait d'habitude sur le lieu de l'affrontement. Alors la prise de trophées, sur le cadavre de l'ennemi vaincu, j'ai illustré par une gravure qui vous montre des Indiens Timucuas de Floride, ne caractérise donc pas tous les types d'engagement guerrier, je vous l'ai dit. Elle est proscrite dans le feud, mais elle est plutôt fréquente dans les guerres totales. Alors, Megit, pour reprendre l'exemple des Mayenga, ou Kor, dans ses travaux sur les Djalés, indiquent tous les deux que lorsque les belligérants sont liés par le sang ou par le mariage, les pratiques cruelles, telles que la mutilation, la torture, le cannibalisme, sont inhabituelles. Ça veut pas dire que ça existe jamais, parce qu'il y a toujours pas mal de distance entre la règle et la pratique. En tout cas, on n'est pas dans la règle. Voilà. Et que l'intensité de la violence guerrière semble s'accroître en proportion de l'éloignement social des belligérants, non apparentés, parlons des idiomes différents. Alors, il y a beaucoup d'ethnologues, donc je ne vais pas me ridiculiser en donnant les exemples les plus connus. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Moi, j'ai trouvé ceux des Iban de Bornéo, qui prélèvent les trophées sur des individus qui appartiennent à la catégorie dite des non-humains. Les marines d'Anim, en Nouvelle-Guinée, qui ne mutilent que les cadavres des non-marines, qui sont d'ailleurs considérés comme des sous-hommes. Et puis en Équateur, en pays Échouar, la prise de trophée, donc de la Tsansa, n'intervient qu'entre groupes qui n'entretiennent aucun lien de parenté. Donc le trophée, c'est d'abord la preuve de victoire, comme l'est le guerrier captif, qui constitue le trophée par excellence, il faut le garder à l'esprit. Et pour accéder au statut de trophée, les segments humains qui sont ramenés au village des vainqueurs doivent être exposés ou dansés. C'est ce qui les distingue des segments anatomiques qui sont immédiatement rejetés, voire mangés sur le lieu même de l'affrontement, et qui relèvent d'autres gestuels. Alors il faut distinguer deux catégories de trophées en fonction de leur utilisation pérenne et éphémère. Alors j'ai pas passé tout mon temps à travailler sur les trophées, donc j'ai fait deux grandes catégories. Moi j'en ai distingué deux, il y en a peut-être d'autres. La mieux documentée, elle comprend les trophées, disons, à fonction représentative et commémorative. Ce sont les reliques, ce sont les trophées qui sont exposés, qui sont dansés, comme tous les trophées, mais qui sont conservés par le vainqueur, qui peut ensuite les utiliser comme médiateur avec des forces surnaturelles lors de diverses cérémonies, comme objet de prestige ou d'échange. Quand Cook est arrivé sur la côte nord-ouest, les Indiens lui ont offert des mains séchées, momifiées, en signe de respect. C'était des mains prises sur les ennemis. Donc il s'agit le plus souvent de têtes, de segments anatomiques de petite taille, qui sont préservés de la décomposition par séchage ou fumage. À droite, je vous ai mis un collier Cheyenne qui est fait de doigts coupés. Ce ne sont pas les doigts des ancêtres, comme les colliers de dents des ancêtres dont on a parlé. Là, ce sont des doigts qui sont coupés sur les ennemis. Et la seconde catégorie, à gauche, encore illustrée par cette gravure, qui, d'après Jacques Lemoine de Morgue, à l'époque où la Floride était française, où on voit très bien les restes humains. C'est drôle de petites choses qui ressemblent à rien en fait. C'est la façon qu'on a de
de représenter le scalp au XVIe siècle. Et puis là, vous avez des bras et puis des jambes. Donc, ce sont les mêmes Indiens que ceux qu'on voyait taillés dans les cadavres de leurs ennemis. Là, ce sont des trophées qui assurent une fonction représentative et qui ne sont pas conservés au-delà de la fête de victoire. C'est par exemple le cas au sein de nombreux groupes amérindiens de Californie, j'ai trouvé pas mal d'exemples, qui à l'issue des danses s'en débarrassent sans plus de considération. C'est-à-dire après la tenue de la cérémonie de victoire, le trophée ne sert plus à rien, il est jeté. C'est un déchet. Il y a pas de mana là-dedans, il y a rien du tout. On s'en débarrasse. Alors, si on accepte de s'appuyer sur le référentiel actualiste, hein, qui est très loin d'être exhaustif, on peut admettre que la reconnaissance de la prise de trophée au néolithique permet d'envisager, à minima, l'existence de guerres non régulées, opposant des belligérants, se considérant comme de parfaits étrangers. Alors, à Aronheim, les 4 bras gauches, vous les avez ici, hein, qui sont coupés là au niveau de la partie proximale de l'humérus. Les 4 bras gauches coupés ont été déposés en même temps que les individus complets qu'on a déjà vus, donc à la fin du 5e millénaire. Alors des bras gauches aujourd'hui en Alsace, des bras gauches coupés, on en a 14 attestations. C'est peut-être pas seulement à Aronheim, pas seulement à Bergheim, il y en a d'autres sites avec des contemporains à qui il manque un bras gauche, clairement coupé. Donc ces bras gauches ne proviennent pas des individus entiers, puisqu'ils sont entiers justement, mais ils proviennent de 4 autres individus dont les corps ont sans doute été laissés sur le lieu de l'affrontement, hein, et sur lesquels on a prélevé les trophées qu'on a ramenés au village, mais je reviendrai bientôt sur l'interprétation globale de ce dépôt qui est particulièrement intéressant. Alors ces 2 exemples, Bergheim et Aronheim, sont datés de la fin du 5e millénaire, mais ils ne sont pas isolés. Alors, ce sont les plus beaux, donc je les montre de préférence. C'est un peu mon fonds de commerce, mais il n'y a pas que ça. Ici, vous avez d'autres exemples, dont un est daté du Rubané, hein, donc pareil, fin du 6e millénaire, à droite, sur le site d'Ittenheim, avec un homme qui a été amputé de son bras gauche, amputé de ses 2 jambes au-dessus du genou. Donc là, ça peut aussi ressembler à la violence sur le cadavre. Et puis l'autre, ce qui est assez clair, qui est daté du milieu du 4e millénaire. Pour les spécialistes, on est dans du Michelsberg moyen, avec un homme qui présente une fracture sur le pariétal gauche, hein, avec un beau coup de hache très violent, hein, qui lui a même abîmé la branche montante de la mâchoire, et dont la main droite a été proprement coupée. Elle a vraiment été coupée, c'est périmortem. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc probablement prise de trophée sur cet individu au milieu du 4e millénaire. Voilà. Deuxième geste, propre au conflit non régulé, c'est l'outrage au cadavre, qui est illustré ici par l'exemple d'Aronheim. Alors Aronheim, on peut pas faire pire. Chaque individu expose un nombre impressionnant de fractures, plusieurs dizaines de fractures. Ce sont les zones qui sont indiquées en rouge. Les visages ont été réduits en bouillie, notamment. Il y a un véritable acharnement sur les crânes. La plupart des coups ont été portés avec des instruments contondants. Alors peut-être des haches, probablement des clubs, hein. Mais on note aussi des coups perçants, qui ont été portés au niveau du pubis. Je vous rappelle que ce sont des individus mâles, donc la région du pubis est forcément très ciblée, et qui ont été enregistrés par les ocoxos sous la forme de perforations circulaires. J'avais montré ça lors d'une conférence à la Timone à Marseille, et les médecins légistes m'ont dit mais c'est pas possible, ce sont des blessures par baïonnette. Voilà. Donc on peut imaginer donc des instruments très effilés, soit en bois, soit des pointes en os, qui ont laissé ce type de stigmate. Bois durci, oui. Ça peut ? Oui, ça peut, oui, c'est très très dur. Bon, on voulait essayer, mais on n'a pas. Non, on voulait bosser avec des légistes et essayer. Ça se fait. Non, mais on a un projet comme ça. On va faire de la reconstitution sur Aronheim. Ben oui. Donc le soin
le soin à mutiler, à détruire le cadavre de l'ennemi. C'est pas forcément exotique. Hein. Ça semble être une des constantes de la guerre dans les sociétés non étatiques, avec des prolongements dans les guerres modernes. Hein. Je pourrais vous parler des pratiques des GI. Dans les îles du Pacifique, en termes de trophées humains, c'était pas triste. D'ailleurs, ils prenaient plutôt des trophées sur les soldats asiatiques. Ils en ont pris davantage que sur les soldats nazis à cause de cette distance sociale, justement. Hein, puisque culturellement, les nazis étaient beaucoup plus proches des soldats américains que les soldats japonais, dont la culture était incompréhensible quoi pour un GI de base. Quoi. Donc c'est une pratique qui répond probablement en partie à des préoccupations d'ordre surnaturel, hein. Mais également, comme toutes les manifestations de surviolence, ça, il faut pas l'oublier, à des visées stratégiques, parce que ça instaure la terreur. Et dans ces guerres, généralement, c'est le plus cruel qui l'emporte, parce que il n'y a pas de bataille vraiment rangée, il n'y a pas de grande tactique militaire, même si c'est organisé, hein. C'est souvent sur la base de la parenté, qu'on forme les partis guerriers, etc. Et ce sont les plus cruels, c'est ceux qui vont foutre le plus la trouille, en fait, qui risquent d'emporter la partie. Donc des pratiques terroristes. Hein. Donc il peut s'agir d'une mutilation qui limitait un segment anatomique, ou d'une mutilation poussée du cadavre, ou alors de sa destruction totale. Donc c'est pas exotique, hein. Le paradigme occidental, c'est le traitement du corps d'Hector, qui est rapporté dans l'Iliade. Le cadavre est roué de coups, et Achille lui prépare un sort outrageux, le traînant derrière son char, le visage dans la poussière, comme l'écrit Homère. Et pour Jean-Pierre Vernant, vous connaissez tous, le grand helléniste, hein, l'outrage au cadavre, l'outrage fait au cadavre, alors c'est très intéressant parce que on pourrait dire la même chose pour le néolithique et probablement pour des tas de cultures. Ça constitue l'image inversée des gestes funéraires. Le cadavre, il est sali, il est rendu méconnaissable et il est dispersé. Hein. Et Vernant voyait dans la défiguration d'Hector, c'est une pratique qui est bien documentée à Arenheim, le cernement sur les crânes, et c'est bien documenté en Amérique du Nord également. Non seulement une souillure, mais également la volonté de détruire l'individualité d'Hector. Et puis enfin, vous avez l'abandon à la corruption qui représente le dernier et le pire échelon de l'outrage fait au cadavre. Alors encore une fois, c'est le nord du continent américain qui nous offre les témoignages archéologiques et historiques les plus nombreux d'outrage au cadavre, pratiques dont les objectifs rejoignent sur certains aspects ceux des héros homériques. Alors la croyance en la permanence des mutilations dans l'autre monde, qui est bien attestée, justifie la pratique, notamment par le fléchage des corps, ce qu'on appelle overkill, hein, c'est ce que vous avez là. Avec bon, d'habitude je mets une gravure, mais bon, vous êtes grand, j'ai mis la photo puisqu'elle existe. Hein. Donc on transforme les cadavres en pelotes d'épingle, on les flèche. C'est une pratique, c'est très pratiqué par les Amérindiens. C'est une pratique que Ghislaine et Zamit avaient proposé de reconnaître dès la fin du Paléolithique sur le site du Djebel Sahaba, puisqu'on a trouvé des tas d'armatures de flèches associées au squelette. La mutilation des cadavres, ça se rencontre régulièrement de la documentation d'Amérique du Nord. Hein. Sur le site de Little Bighorn, puisque j'ai trouvé ce document qui est, enfin je suis pas le premier à le trouver, mais enfin il m'a paru vraiment extraordinaire. Donc j'ai illustré par un pictogramme Sioux, qui a été réalisé en 1880 par un des acteurs Lakota de l'affrontement, de celui qui dessine y était. Quelques années après, hein, il fait le dessin. C'est 1864. 60, je vais pas dire des conneries, non, c'est les années 70, je sais plus, 74 et 70, 73, ouais, dans ces eaux-là. Donc il témoigne, vous voyez qu'il dessine, il représente le champ de bataille après que les Indiens ont disposé des corps des soldats qui sont représentés dénudés, parfois décapités, dénombrés. Bon, oui, vous avez des têtes, vous avez des corps sans tête, vous avez des jambes qui se promènent toutes seules, etc. Je vous passe les détails, mais c'était bien pire que ça. Bon, les femmes sont passées sur le site après la bataille, puisque là, comme pour une fois les Indiens ont gagné, les corps étaient à disposition, et ce sont les femmes qui avaient la charge de défigurer les soldats à coups de maillet, tir, moelle, donc etc. Et donc c'est un témoignage graphique. On a aussi des témoignages un petit peu plus tard, des témoignages oraux, mais ils ont pu être confirmés par l'étude d'une série limitée d'ossements recueillis sur le site et dont les stigmates témoignent de la mutilation
poussée des cadavres par démembrement et par décapitation. Et l'extrême fragmentation des crânes est également soulignée par les archéo-anthropologues américains qui ont travaillé sur ces séries. Alors voilà d'autres dépôts néolithiques qui ont enregistré des gestes qu'on peut interpréter dans le sens de la violence faite aux cadavres. Là, on est sur le site de Guggenheim, qui est daté du premier tiers du 4e millénaire, avec à gauche un immature qui a été décapité. Ça, on peut l'établir parce que les cervicales sont restées en connexion. Elles sont là, elles sont en connexion avec le crâne. Et dont les deux bras ont été coupés. Alors, seul le bras gauche a été emporté, mais vous voyez que le bras droit est là. Hein. Donc il devrait être par là, et l'extrémité de l'humérus est ici. Donc il a été découpé, déposé dans la fosse avec le crâne coupé. Donc on a un corps coupé en morceaux. Et puis deuxième exemple, toujours sur le site de Guggenheim, vous avez un homme adulte ici dont les deux jambes ont été coupées au-dessus et au-dessous du genou, dont le bras gauche qui apparaît à la droite du corps, donc pas du tout en connexion anatomique, a été complètement disloqué, et dont la main gauche a été coupée et emportée, et puis le corps a également été brûlé au niveau des membres inférieurs. Donc là, je pense, là, on peut s'inscrire plus que dans la pratique de la prise de trophée, plutôt dans la pratique de l'outrage au cadavre. Alors il y a encore un geste qui caractérise les conflits non régulés avec la prise de trophée et l'outrage au cadavre et l'exocannibalisme, et qui est un autre marqueur de la guerre, c'est la torture. Alors nombre d'exemples ethnographiques et historiques, malheureusement, indiquent que la torture précède souvent la mise à mort des captifs. La prise de captifs, d'ailleurs, ne semble n'avoir d'autre but que celle de pouvoir s'amuser un peu. Les groupes humains ne torturant pas leurs ennemis sont ceux majoritaires qui les exécutent séance tenante sur le lieu de l'affrontement. Voilà. Mais quand on ramène des captifs, généralement, ou on les adopte, ou on les torture et on les met à mort. Alors ce sont des pratiques qui sont difficiles à mettre en évidence par l'archéologie. Les plus fréquemment attestées, parce que j'ai vu dans mes lectures, ce sont des tortures par incision, donc sur les parties molles, par brûlure, beaucoup, donc des pratiques qui laissent peu de traces sur les restes humains. Alors pour Aaronheim, pour peu qu'elles aient été provoquées avant la mort des individus, on a de nombreuses fractures qui pourraient relever d'actes de torture, hein, casser les jambes, par exemple, comme de nombreux coups qui sont portés au niveau du thorax, avec des objets tranchants, etc. Mais ce qui me paraît plus parlant, ce sont les entailles qui ont été pratiquées au niveau des phalanges des mains, qui me paraissent plus explicites, parce que c'est un niveau de violence qui tranche avec cette espèce d'explosion qui est faite avec des instruments contondants. On a vraiment l'impression qu'il y a un déchaînement de violence, et là ça se fait avec des silex. On prend le temps de découper, hein, doucement, si vous voulez. J'ai plutôt là ça ressemble davantage à de la torture, et puis évidemment ça fait écho aux célèbres tortures pratiquées par les Iroquois, qui étaient un petit peu spécialistes de la maltraitance des doigts. On sait que c'est une partie qui est très sensible. Voilà. Et puis les tibias systématiquement fracturés, déjà cités du site de Schoeneck-Killenstadt, pour lesquels les autures... Ah, ça c'est difficile, c'est péri-mortem. C'est un peu avant ou un peu après. Ah oui, péri-mortem. On n'arrive pas encore à définir quels sont les... Bon, à Aaronheim, c'est facile, on est certain, vu le nombre de coups létaux, on est certain qu'il y avait un coup létal et que tous les autres sont post-mortem. Le gars était mort, quoi. Hein, voilà, c'est clair. Après, pour les fractures non létales, ça c'est beaucoup plus difficile à dire. Ça se fait sur un os qui est encore pourvu de sa trame protéique, donc c'est un os qui est encore vivant, si tu veux. Voilà. Si vous ne savez pas exactement si c'est post-mortem ou enfin, si c'est périmortem, par exemple, les bras gauches, comme la plupart des hommes sont droitiers, avec des armes, tu sais, les armes anciennes, un peu coupantes, un peu en obsidienne, par exemple, ou en bois dur, ouais. Cogne et tranche. Ouais. Quand tu portes un coup latéral, un droitier va taper vers le bras gauche. Mm-hmm. Donc, c'est important de savoir si c'est post-mortem ou de savoir si c'est peut-être dans le combat. Ah oui, ok. Alors oui, mais non, je pense pas, parce que les bras gauches, on les retrouve sous forme de dépôt. Oui, mais on peut
Donc on sait qu'ils ont été récupérés après des coups portés à la guerre. Alors je ne sais pas quel arbre néolithique serait capable de couper un bras comme ça. D'ailleurs, bon, les Phoeniciens à travailler sur les bras ont été coupés. On sait avec quoi ils ont été coupés. C'est-à-dire qu'on a d'abord au silex fait des entailles pour enlever les muscles, voilà. Et après on a attaqué à l'herminette. En fait, c'est des techniques bouchères. C'est les mêmes techniques que de la boucherie. Non, on n'a pas de grande épée au silex au néolithique. Oui. Ah bah oui, mais c'était. Ouais. La force, ouais. Non, on n'a pas ça pour le néolithique. Non. Ça se fait sur des individus immobilisés et consentants. Voilà, donc morts. Hein. Voilà, donc je reviens pour. Non, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Je sais pas. Vous avez encore un peu de temps, ouais. Je me suis débrouillé pour en avoir un peu, mais je ne vais pas vous imposer un truc trop long quand même. Je vais venir sur Aronheim et sur cette idée de fête de victoire, parce que la gravure de Théodore de Bry, qu'on a déjà vu, ça constitue une des illustrations les plus saisissantes du moment de l'exposition des trophées. C'est l'exposition et la danse, ce sont les moments centraux de la cérémonie. Ça a également été décrit en vrac, il y en a beaucoup, mais les Indiens Choctaw, par exemple, puis les Sioux Lakota, qui sont célèbres, avec cette représentation qu'on doit à Kathleen. Et dans tous les cas, les trophées personnifient l'ennemi vaincu et participent à la mise en scène de la puissance et de l'unité des vainqueurs. Alors, Alfred Métro, que vous connaissez tous évidemment, soulignait, ça me paraît assez important, dans une étude consacrée à l'Amazonie, que les captifs et les trophées recevaient de la part des femmes le même accueil lors du retour des guerriers. Donc on traite les trophées comme les captifs, et les femmes tenaient aux uns et aux autres des propos où se mélangeait la haine, la dérision, etc. Donc le trophée, c'est vraiment la personnification du guerrier vaincu. Autre exemple, c'est les Comanches, j'ai trouvé ça récemment. Après un raid victorieux, envoyaient à leurs alliés un bras ou une jambe d'une de leurs victimes, de manière à ce qu'ils puissent organiser leur propre festivité. On trouve ça dans le bouquin d'Emmeläinen, l'Empire Comanche, vous conseille la lecture. Alors, l'examen archéoanthropo des individus inhumés dans la fosse 124 d'Aronheim permet sans trop de difficulté d'identifier un dépôt en lien avec un événement guerrier unique où se manifeste un déchaînement de violence encore jamais observé au sein des assemblages archéologiques préhistoriques ou plus récents, enfin je crois. La présence des membres supérieurs gauche surnuméraires et la composition strictement masculine de l'effectif nous permet d'écarter l'hypothèse d'un dépôt résultant du massacre de la population du village. Vous avez compris que dans ce dernier cas, nous aurions été confrontés à un recrutement plus large, incluant à l'image des mass graves rubanés, par exemple, des individus de tous les âges et des deux sexes. La présence de membres surnuméraires ne cadre pas non plus avec cette hypothèse. Certains charniers, à l'image de celui de Crow Creek que je vous ai montré par exemple, se caractérisant au contraire par l'absence de nombreux segments anatomiques qui sont prélevés par les membres du groupe agresseur. Donc les trophées, on les emmène dans le village du vainqueur, on les laisse pas sur le lieu de l'affrontement. Donc ce ne sont pas des gens du village. Et en plus, depuis, on a fait des analyses ADN et des analyses isotopiques qui nous montrent que ces gars ne sont pas originaires de la région. Donc les 6 individus masculins violentés, probablement violentés à l'état de leur vivant, ont pu exécuter à Aronheim, qui ont probablement été ramenés captifs, l'ont été donc dans l'enceinte même du village, dans l'enceinte du village fortifié que je vous ai montré au début de l'exposé. Les données anthropologiques et les exemples ethnographiques et historiques laissent supposer que ces prisonniers ont été exécutés et préalablement torturés, donc voir l'ablation des doigts avant de voir leurs cadavres outragés. Donc là, on a toute la chaîne opératoire de la fête de victoire. Le dépôt simultané des trophées sous forme de membres supérieurs gauche à des corps violentés, des 6 individus masculins, permet de relier les 2 types de vestiges à un unique événement, donc une fête de victoire, une pratique qui mobilise soit des trophées, c'est le cas de la danse du scalp, soit des captifs, soit les 2 catégories.
Et à Aronheim, la présence concomitante des trophées et des captifs permet de retenir un scénario rendant compte d'une victoire obtenue par les guerriers du village d'Aronheim qui ont abattu 4 individus sur lesquels ont été prélevés les membres supérieurs gauche et qui ont ramené 6 prisonniers, dont un au moins était probablement déjà blessé par un tir de flèche, puisqu'on a retrouvé une armature en contact avec un bassin. Qui pourrait témoigner de l'affrontement préalable à la capture. Donc ce sont 10 individus appartenant à un parti ennemi qui ont été défaits, chiffre en accord avec ce que l'on sait du nombre des individus formant un parti guerrier en expédition dans les guerres non étatiques qui rassemblent généralement des effectifs modestes qui sont compris entre 10 et 30 combattants, toujours d'après Quillet 1996. Voilà, donc il est probable, très probable, que ces membres supérieurs gauche ont été exposés, dansés et puis rejetés à l'issue de la cérémonie de victoire, à l'exemple des pratiques de certains groupes californiens déjà mentionnés. Alors même chose selon moi à Bergheim, je pense que ce sont des trophées qui ont été déposés à l'issue d'une fête de victoire. Donc leur rôle est purement représentatif, limité à la durée de la cérémonie. Il ne s'agit donc pas de reliques, mais de trophées éphémères, d'objets rituels accessoires, sans fonction commémorative. Voilà, alors je peux encore vous dire quelques petites choses. Ouais. 5-10 minutes, ça marche. Alors, je pouvais pas ne pas citer quand même le site d'Erxheim, qui est daté donc de la fin du Rubané également, puisqu'il aurait manqué au catalogue des pratiques qui signent l'existence de la guerre. Donc ça existe aussi pour le Rubané. C'est une enceinte, pour les ethnologues qui ne le connaîtraient pas, au sein de laquelle on a mis au jour les restes de 500 individus dans un fossé de type enceinte cérémonielle. Et une moitié de l'enceinte seulement ayant été explorée, on peut porter le nombre des victimes potentielles au moins 1 millier. L'épisode de dépôt de ces restes humains s'inscrit dans un temps très court, indication qui est donnée par l'analyse de la céramique. Ça se passe sur 1 ou 2 générations. Et ce qui fait la renommée du gisement, c'est que les individus qui ont été déposés ont été cannibalisés. Voilà. Ce sont des individus qui ont été mangés. On a quelques squelettes en collection partielle, mais pour l'essentiel, il s'agit d'ossements fragmentés qui présentent de nombreuses modifications osseuses d'origine anthropique. Alors ici et là apparaissent des calottes crâniennes qui sont là aussi des objets rituels accessoires. Donc en gros, on a de grands repas cannibales qui mobilisent des individus qui ont été rasiés dans des régions lointaines. Là encore, le strontium a parlé. La plupart des victimes, alors on a quelques locaux également, mais la plupart des victimes sont des gens qui ont été rasiés parfois à des centaines de kilomètres d'Erxheim et qui ont été ramenés sur le site. Alors je ne sais pas dans quel état ils ont été ramenés et ils ont été consommés sur le site. Et ce qu'on a dans le dépôt, ce sont des restes de festins cannibales. Ce ne sont pas des dépôts agissants et organisés, ce sont des restes de festins cannibales. On a parlé de sacrifice humain, c'est tout à fait probable. Ça n'empêche pas la guerre, c'est pas du tout antagoniste, puisque on sait bien que dans les sociétés qui pratiquent le cannibalisme guerrier ou qui ont des rituels en lien avec le sacrifice humain, on pense aux Aztèques, parce que par l'ampleur, ça fait davantage penser à la Mésoamérique qu'au néolithique européen. Mais on sait que ce sont les prisonniers de guerre qui sont les principaux pourvoyeurs des victimes sacrificielles. C'est eux qui forment le gros contingent en Asie, voilà, en Asie aussi. C'est partout pareil, je crois. Hein, voilà. Donc j'insiste pas trop. Alors j'ai pas abordé la question des causes de la guerre, tout simplement parce que archéologiquement, elle reste insaisissable. En parcourant la littérature ethno, j'ai croisé des thèses économiques, écologiques, matérialistes historiques, hein, donc concurrence vitale, pression du milieu, politique, ça ce sont les théories de Pierre Clastres, sociobiologiques avec Napoléon Chagnon, etc., etc. Ce qui revient aussi souvent, c'est la guerre pour les femmes qui commence par des petites opérations de vengeance limitée et puis qui finit en massacre, ça tourne en guerre vindicatoire et puis ensuite en guerre, on ne sait plus pourquoi on se fait la guerre, mais on se fait la guerre pendant des générations. Alors tout ça c'est passionnant, mais c'est de peu d'utilité pour répondre à des problématiques archéologiques
précise. Ça ouvre comme toujours l'ethnologie, ça ouvre un champ des possibles. On se sent toujours un petit peu un peu défavorisé, hein, puisque vous avez des textes, vous avez des témoignages, etc. Nous, on les a pas, et pour nous, c'est difficile de choisir, hein, dans ce champ des possibles. Alors, l'hypothèse écologique a cependant été posée à propos de l'épisode particulièrement violent qui marque la fin du rubané. On a essayé de mettre ça en lien avec un épisode de péjoration climatique. Bon, ça n'emporte pas une totale adhésion. Et puis la question des migrations aussi comme déclencheur de conflits, ça a été souvent avancé par les archéologues nord-américains qui ont beaucoup moins de scrupules à jouer avec cette idée que nous. Alors c'est une thèse, enfin une possibilité qui est toujours abondamment débattue dans l'archéologie européenne, hein, notamment dans le cadre de la thèse des Kourganes, hein, qui a été portée par Marie-Jachine Boutas, qui a attribué, quitte à forcer l'interprétation puis à bousculer méchamment la chronologie, la quasi-totalité des manifestations de violence enregistrées au néolithique à l'intrusion des peuples de la steppe. Bon, je passe là-dessus. Alors pour conclure, parce qu'il est grand temps de le faire, j'y vais de mon scénario local, en revenant sur le cas de la Basse-Alsace dans le dernier tiers du 5e millénaire. Là, on a quelque chose qui semble bien marcher. On a tous les éléments qui permettent d'identifier un état de guerre qui touche l'ensemble de la Basse-Alsace. On a la fortification d'Aronheim, le massacre des non-combattants à Bergheim, l'exécution des guerriers captifs à Aronheim, la surviolence avec l'outrage aux cadavres, probablement au Bernay, ainsi dont j'ai pas parlé. On a la prise de trophées à Aronheim comme à Bergheim. On peut probablement également y ajouter la torture. Et on sait très exactement comment s'est conclu cet épisode en Alsace. Le groupe local a été remplacé sans aucune transition, il n'y a pas de transition, par un groupe exogène dont la région d'origine se situe dans le bassin parisien. Voilà. Donc après 4250, après cet épisode contemporain des dépôts, tous les traits culturels propres au groupe local de Basse-Alsace disparaissent. La typologie et la technologie céramique, même la technologie, c'est important, change du tout au tout. On fabrique même plus les vases de la même façon. La tradition locale est remplacée par un style exogène qui est bien identifié antérieurement dans le bassin parisien. Les habitats sont relocalisés. On a quasiment que des fondations ex nihilo. Les pratiques funéraires changent. Elles sont remplacées par d'autres pratiques alors qu'elles suivaient depuis des centaines d'années la tradition du néolithique danubien rhénan. Voilà, on a peut-être là un des exemples les moins discutable, à mon avis, de l'existence au néolithique de ce qu'on peut définir comme une guerre de conquête opposant des acteurs socialement, et pour le coup ici géographiquement éloignés, qui s'est soldée par le remplacement brutal d'un groupe humain par un autre. Voilà, merci.